Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en ce moment. Mon nom est Ariane Gélina. Je suis co-directrice générale et littéraire de la revue Le Sabar. On est réunis aujourd'hui pour un événement virtuel autour du numéro 120 de la revue Le Sabar sur le thème Monument et nous sommes dans les bureaux de la revue Le Sabar que vous voyez autour de nous en ce moment. La revue Le Sabar, c'est un périodique de création littéraire et visuelle qui propose une alliance, une rencontre, des correspondances entre les deux disciplines littéraires et en art visuel, comme je viens de le mentionner. Et c'est ce que nous ferons avec nos invités, justement. Nous vous proposons un dialogue entre artistes visuels, écrivains, entre autres, un peu plus tard au cours de l'événement. La revue Le Sabar approche très bientôt de ses 40 ans, donc nous fêtons nos 39 ans actuellement. C'est une revue qui a été fondée en 1983 par Guy Marchand et Jean Laprise. Il y a également Denis Charland, le regretté Denis Charland, qui a énormément contribué à la revue Le Sabar, que je vais aussi vous montrer pendant que je la présente. Il en a été le directeur général et artistique pendant de nombreuses années que Denis Charland. Au programme de ce soir, donc, nous avons deux parties très intéressantes. En première partie, on va discuter avec Fanny Latreille-Beaumont des manières dont on peut aborder le thème du monument. Et parmi les questions qu'on va se poser, c'est où nous en sommes sur la notion du monument en art visuel et en littérature et quelles sont les questions à se poser autour du thème monument. Fanny Latreille-Beaumont, qu'on va rencontrer dans la première partie, elle est responsable intérimaire de la galerie R3, qui est une galerie d'art actuel et qui est notre partenaire pour cet événement virtuel autour du lancement du 120e numéro du Sabar Monument. En deuxième partie de cet événement virtuel, on va s'entretenir avec l'écrivain Addis Simidjiza et l'artiste visuel Serge Cardinal qui ont tous deux publié un texte et des œuvres dans le numéro 120 du Sabar sur le thème monument. Avec moi, j'ai ma collègue co-directrice générale et artistique du Sabar, Karine Bouchard, qui va vous présenter les artistes visuels qui se retrouvent au sommaire de ce numéro 120. Merci, Ariane. Tout d'abord, je voudrais peut-être dire quelques mots sur le thème du numéro monument comme tel. Bien sûr, l'évocation du terme résonne plus du tout de la même façon depuis les dernières années. Le monument qui, et là je cite, transmet à la postérité la mémoire de personnes notoires, d'actions déterminantes ou d'idéologies jugées exemplaires, nouant ainsi un contrat monumental avec l'avenir, a bien sûr été fragilisé. Les manifestations liées à un contre-monument se sont présentées. Elles ont pris la forme d'actions citoyennes ou artistiques, entre autres. Et aujourd'hui, comment aborder le monument à une ère, on va dire, de post-destruction, à une ère où on s'est affairé à le corriger? Comment offrir des créations artistiques et littéraires après l'impasse actuelle dans laquelle plusieurs ont été, c'est-à-dire la controverse autour des retraits de monuments dans l'espace public. Est-il encore possible de créer des monuments et quelle forme prennent-ils alors? Ce sont ces premières questions que nous nous sommes posées autour de l'éditorial et du thème de ce numéro 120. L'éditorial, justement, en témoigne. Il s'intitule d'ailleurs « Après Babel ». Le 120 pose donc des questions, rencontre d'hypothèses, plutôt qu'il ne cherche à répondre à la définition du monument. En fait, il va montrer aussi la fragilité du monument. Il propose des formes possibles de l'envisager dans le futur. Il tente également de dépasser le monument même et de rejoindre l'imagination, l'événementiel, la collectivité, l'éphémérité. Et pour toutes ces raisons, le titre s'inscrit au pluriel, donc monument avec un S, une façon de ne pas stigmatiser le sujet selon une seule manière de penser. Le numéro propose donc une sorte de poétique des monuments. Et il cherche surtout à ouvrir le dialogue, proposer des créations qui sont plutôt des pistes de réflexion sur l'avenir des pratiques en art et en littérature, art visuel et littérature, qui sont liées à ce thème. Au sommaire, on a donc 5 artistes et 10 écrivains dans les pages du 120 et ils abordent le thème sous différentes déclinaisons.
En premier, donc, je vais vous parler des artistes visuels. L'artiste que vous voyez en page couverture de la revue, Étienne Tremblay-Tardif, met au jour par la photographie des détails esthétiques, politiques, économiques qui ont marqué ou rayé le calcaire de pierre lithographique utilisé pour des transactions économiques, et ce, au début du siècle. Donc, des transactions économiques au début du siècle. À la manière d'un contre-monument, elle montre la complexité de la culture matérielle et économique du Canada, toujours à l'époque, et les vestiges aussi de l'organisation du territoire et de la vie sous l'empire capitaliste. Lapsus. Le second artiste présenté dans le numéro, c'est Abbas Akavan, qui, lui, crée des structures à partir de matériaux naturels qui deviennent de véritables constructions ou objets de commémoration éphémères. L'œuvre présentée, Curtain Walls, Variations on a Folly, évoque les ruines du site patrimonial de Palmyre en Syrie, datant de 2 millénaires, qui ont été détruites en 2015 par l'État islamique et qui ont été reproduites en marbre par l'Institute of Digital Archaeology, et c'est ce que Abbas Akavan représente sous une autre forme. Ensuite, troisième artiste, on a Clara Lacasse qui évoque la fragilité du monument. Elle saisit et fige dans son état transitionnel une institution pourtant reconnue pour la reproduction des écosystèmes des Amériques, c'est-à-dire le Biodôme de Montréal. Emblème de la conservation, de la préservation de la faune et de la flore, on connaît tous le Biodôme, il a subi une importante rénovation et les images photographiques qu'elle nous présente dévoilent les failles, le squelette de la structure en construction. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, Zinia Nakvi, qui revisite la manière d'approcher l'archive et la mémoire. Elle met en scène des photographies de familles qui affirment la citoyenneté de personnes qui sont racisées immigrantes. Ces photographies se retrouvent au centre de structures contre-monumentales. Elle présente des lieux qui ont été captés par des milliers de personnes, mais Nakvi met de l'avant le moment où sa famille, précisément, les a visités. Je cède maintenant la parole à nouveau à Ariane qui va nous expliquer davantage les auteurs du numéro. Merci, Karine. Parmi les artistes visuels, nous avons également Serge Cardinal, qu'on mentionnait, qui sera avec nous dans un instant pour la suite de la discussion. Tout à fait. On le gardait pour la fin. Oui, pour la suite de la discussion en compagnie de Addis Shimidjiza, l'écrivain, qui est un des 10 auteurs au sommaire de ce 120e numéro du Sabord Monument. Et je ne le présenterai pas maintenant, Addis Shimidjiza, puisqu'on va l'entendre tout à l'heure. Alors, c'est un numéro, je ne peux pas résister à dire que c'est un sommaire monumental. Alors, voilà qui est fait. Avec 10 auteurs et autrices au sommaire. Et puis, nous avons également, de façon insolite, un record d'auteurs de la ville de Québec. Imaginez-vous, je devrais plutôt dire des autrices. Nous en avons 3 et elles sont toutes de la relève. Laurence Bertrand, Juliette Bernatchez et Dominique Brochu, toutes les 3 en poésie et qui nous proposent d'arpenter le territoire et aussi l'histoire avec un grand H. Et elles le font toutes les 3 de manière saisissante en jouant avec l'espace. Ça peut être Saint-Sauveur, le quartier de Québec dans le cas de Dominique Brochu. La chronologie aussi avec Laurence Bertrand qui va exhumer aussi certains souvenirs et proposer, ce faisant, des lieux où vont venir s'appréhender et s'esquiver différentes mémoires, parfois très enfouies, d'autres fois plus en surface. On a également un 4e auteur de la ville de Québec qui fait également de l'art visuel, Richard Sainte-Marie, et qui nous propose ici un récit autour d'une phobie d'une petite fille qui est vraiment effrayée par les chiens et avec une rencontre, c'est un récit autobiographique au cours d'un symposium, elle va cesser de craindre les chiens. Alors, ça donne un récit très touchant et qui montre la trajectoire que peut prendre la peur. Nous avons, parlant de récits très touchants au sommaire de ce 120e numéro, Noémie Pomerleau-Cloutier. Elle nous propose un poème que je qualifierais de poème mémoire. C'est très vibrant, c'est nécessaire également. C'est un hommage que je vous invite à découvrir et elle fait littéralement et ça rejoint le titre du texte, de son larynx un monument ou bercé.
Donc, très beau titre d'ailleurs. Parmi les mandats du SABAR, il y a de proposer des traductions d'auteurs canadiens qui écrivent en anglais. Cette fois-ci, dans le numéro, nous avons une traduction par Jean-Marcel Morla d'un poème de Michael Cromé et qui nous propose d'aborder le monument du côté des sépultures. Alors, nous sommes dans les cimetières avec des épitaphes qui racontent des temps dérobés. Anne-Marie Morin, pour sa part, elle nous propose un récit cinématographique dont le titre est 3 films. C'est tout conçu en kaléidoscope et ça mêle passé, projection plurielle et des images que je qualifierais de vives. Nous avons toutes sortes de tonalités dans ce numéro du SABAR, y compris l'humour avec Flash Gorgone. Alors, vous avez compris le référent. C'est de Serena Gentilhomme, donc autrice outre-Atlantique. Elle est française et c'est un hommage mythologique à des divinités grecques et si l'insomnie joue un rôle là-dedans aussi, vous verrez en lisant. Et je termine avec le texte Les Rescapés au féminin pluriel de Louba Christina Michel qui, d'une certaine façon, va nous offrir un linceul et je vais citer un petit extrait du poème Pour éviter de mourir en vacances. Alors, c'est un sommaire littéraire qui est très diversifié et qui peut se présenter comme une sorte de labyrinthe, une collection d'empreintes fugaces, tout ça au pluriel, qu'on vous invite à suivre dans les textes au sommaire. Alors, nous passons maintenant avec... Karine va enchaîner. Elle va d'abord nous présenter Fanny Latreille-Beaumont, qui est responsable intérimaire à la Galerie R3 et avec qui nous allons discuter dans un instant de monuments. Oui, merci Ariane. Faut dire que le SABAR et la Galerie R3 de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont voulu se mettre en commun pour l'événement pour approfondir le thème monument, élargir les horizons là, concernant les pratiques actuelles. C'est pour ça qu'on entend d'abord Fanny Latreille-Beaumont qui va nous offrir une vision du thème à partir de 2 projets artistiques, entre autres. Elle fera un retour d'abord sur le projet Monument aux victimes de la liberté qui a été mené par le collectif Entrepreneurs du commun, en partenariat avec la Galerie Axénéo 7 et la Galerie UCO, ainsi que par des professeurs et étudiants là, de l'UCO, de l'Université de Carleton, de l'Université d'Ottawa. Ce projet-là, on le trouvait important, on voulait qu'il s'ancre vraiment dans le thème monument, comme on voulait l'expliquer avec le SABAR ici. Le projet comprenait plusieurs activités, dont une exposition, une publication. Elles ont tous eu lieu entre le 24 et le 30 septembre 2015, donc un moment pivot, on le verra tout à l'heure. Et il y a aussi l'artiste Étienne Tremblay-Tardif qui a publié dans le numéro du SABAR, donc on vous a présenté tout à l'heure, et il faisait partie de cette exposition-là dans le projet là, Monument aux victimes de la liberté. En fait, et ensuite, là, je vous l'expliquerai, on l'expliquera un petit peu plus en détail. Fanny va nous entretenir aussi sur l'exposition de Karine Savard qui est présentée en ce moment à la Galerie R3 et qui s'intitule « Afficher le travail », qui est non sans lien avec les œuvres, par exemple, de Serge Cardinal, dont nous parlerons tout à l'heure. Une petite question à Fanny en premier. Le projet Monument aux victimes de la liberté est basé d'abord sur une controverse et se développe, justement, on l'a dit en 2015, qui est une année pivot pour la perception du monument, pour la commémoration, la notion de commémoration, notamment dans l'espace public, et aussi pour la mémoire, l'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce projet sociopolitique, autant qu'artistique, là, c'est un projet vraiment qui se veut à la fois sociopolitique et artistique, comment il a participé à ouvrir la définition du monument, comment il a servi à adopter une stratégie de contre-monument ou même d'anti-monument? Tout d'abord, merci Ariane, merci Karine pour l'invitation. Je me sens très choyée de participer à cet événement-là avec vous et avec tout le monde qui nous écoute. Donc, pour répondre à ta question, Karine, je vais commencer par parler justement du moment pivot dont tu as glissé un petit mot tout à l'heure, puis du projet, puis après des notions de monument et contre-monument. Donc, pour commencer, je veux appuyer sur le fait que le projet a eu lieu en 2015.
2015, donc ça précède l'élection de Donald Trump et la montée de la droite alternative. Ça précède aussi les événements de Charlottetown où on se souvient, il y a eu une manifestation pour retirer une statue en hommage au colonel Lee, qui était un ségrégationniste, et la contre-manifestation des suprémacistes blancs qui en a résulté. Mais aussi, cet événement-là précède toute la question sur le démantèlement des statues de John A. Macdonald au Canada. Mais aussi, 2015, ça précède la résurgence de Black Lives Matter, mais aussi, puis vous excuserez, s'il vous plaît, l'euphémisme, le dévoilement des horreurs du génocide autochtones par leur propre communauté. Donc, on peut penser aux événements de mai où on a trouvé des tombes non identifiées sur le terrain des pensionnats. Donc, Entrepreneurs du commun est un collectif qui se forme en 2014 en réaction à l'appel du ministère du patrimoine canadien sous le gouvernement Harper pour la construction d'un monument aux victimes du communisme. Ça a été mis en place le projet de monument par une association nommée Hommage à la liberté. Et le monument visait à honorer la mémoire de plus de 8 millions de Canadiens originaires de pays qui ont souffert sous des régimes communistes. À l'époque, il y avait plusieurs éléments qui étaient controversés par rapport à ce projet, notamment le rejet d'un comité d'experts qui avait recommandé d'intituler le projet aux victimes du communisme totalitaire. Donc, on voit un peu plus de nuances ici. Et aussi le choix de l'emplacement initial qui était situé près de la Cour suprême, donc au cœur de la colline parlementaire à Ottawa. Ainsi, le projet du gouvernement condamnait sans nuance l'idéologie communisme et ne différenciait pas les formes historiques, totalitaires ou soviétiques du communisme. De plus, le choix symbolique du lieu, soit à proximité du plus haut tribunal du pays, brouille la frontière entre le juridique, l'idéologique et le politique. Pour citer le texte en introduction de la publication donc, qui portait sur le projet Monument aux victimes de la liberté, ces conflits de définition témoignent des enjeux politiques qui sous-tendent l'instauration et la transformation des récits historiques dominants. Moi, j'ajouterais que, en brandissant l'épouvantail du stéréotype totalitaire du communisme historique, le gouvernement Harper accomplit ceci. Il accomplit de nous faire oublier que le néolibéralisme, qui est tributaire aussi du capitalisme, est lui aussi politique. En fait, donc, il n'y a pas que le communisme qui est politique. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'un groupe de commissaires, artistes, théoriciens et universitaires, dont fait partie aussi Étienne Tremblay-Tardif, mais aussi François Lemieux et Édith Brunette, qui vont exposer, spoiler, à la galerie cet été, se sont réunis pour réfléchir au monument. Donc, comme tu disais un peu, Karine, le projet s'est déployé de plusieurs façons. Donc, il y a eu 2 expositions, une à Axnéo 7, une à la Galerie de Lucot. Il y a aussi eu des déambulations à Ottawa. Il y a eu un projet web, des projets furtifs. Et il y a eu aussi un colloque. Comme j'ai mentionné plus tôt, le projet questionne les récits historiques dominants. Karine, plus tôt, tu me demandais une définition du monument, mais aussi du contre-monument. Pour le monument, au sens classique du terme, c'est plutôt un objet ou une sculpture, par exemple, à la mémoire d'un événement ou d'une figure historique. Il est à la gloire de l'État et il appuie la domination de l'État sur l'écriture de l'histoire. Particulièrement en contexte canadien, on peut prendre comme exemple les monuments en mémoire aux 2 grandes guerres, les 2 grandes guerres en Europe du 20e siècle, à notre lien avec la couronne britannique et au développement de la fédération. Ces monuments-là ont comme point commun, en fait, de rendre invisible le sacrifice, celui des soldats qui ont été envoyés au front pour les guerres des anciens empires. La déportation et l'extermination pour le contrôle du territoire et plus largement la question du colonialisme. Comme mentionné par plusieurs auteurs de la publication sur le projet Monument aux victimes de la liberté,
dont dans le texte de Dali Giroux, que je vous recommande fortement, qui s'appelle Colonial Kitsch. Le monument s'établit sur la chair, le sang et les os des citoyens. Je dirais moi-même qu'il représente l'histoire cannibalisée par le politique et l'histoire cannibalisant le politique. C'est la mort qui est célébrée, c'est une vision individualiste de l'héroïsme, de l'exception de l'être et de la nation. Par contre, il existe des contre-monuments et des anti-monuments. Or, il y a plusieurs stratégies pour sortir de l'esthétique de la domination du monument. Et c'est ce que Monument aux victimes de la liberté propose en déployant autant des textes sur la question que des actions et des œuvres artistiques. Si vous me permettez, j'aimerais ça parler de 2 œuvres en particulier. Est-ce que j'ai le temps? On va le prendre. C'est bon, merci. Pour faire très rapidement, j'aimerais parler du projet web éphémère qui s'appelle Excellente.solution de Anne-Marie Trépanier et Alexandre Piral. Donc, il s'agissait d'une plateforme participative où les gens pouvaient créer eux-mêmes leur monument ou même commenter sur le monument. Ça s'inscrivait en marge de la campagne électorale de 2015 qui a résulté par l'élection du gouvernement Trudeau. Et le projet se déployait en 2 volets, donc un affichage aux couleurs du Parti conservateur et libéral dans des lieux stratégiques, donc un affichage furtif et, on va le mentionner, illégal, et aussi la plateforme web qui prenait une allure un peu littéraire aussi. Moi, ça m'a beaucoup rappelé, en regardant l'archive, ça m'a beaucoup rappelé la revue philosophique Tiquin. Donc, c'est ça. On comprend aussi que Excellente Solution, c'est une moquerie d'un slogan électoral. Et dans le projet Excellente Solution, il y a aussi le projet de Nicolas Rivard qui a été archivé. Donc, le projet Curriculum Vitae d'un gouvernement du désastre qui a été aussi présenté à Axe Néo 7. Ce projet-là visait à, en fait, cumuler le démantèlement de certains programmes de financement de lois, mais aussi l'adoption de certaines lois durant le règne de Harper, qui a duré, je crois, 13 ans, on va s'en souvenir. Donc, c'est ça. Ces 2 propositions-là déjouent l'esthétique de la domination en employant des stratégies de l'éphémère, donc le projet web, mais aussi de l'agrégation, soit le cumul d'informations, la création d'ensembles hétéroclites et la multiplication des voix. Surtout, ce qui est intéressant avec le projet de Nicolas Rivard, c'est que bien que le projet de monument de Harper voulait rendre hommage aux victimes des États liberticides, on se rend compte que le gouvernement Harper, par l'accumulation d'informations, justement, était un gouvernement liberticide. Donc, on peut prétendre que les formes de contre-monuments, en tout cas, c'est moi qui le prétends, s'établissent sur la sueur, les cris, les gestes du commun. Plutôt que de s'alimenter des corps morts de l'histoire, le contre-monument alimente la pensée critique. Il fait l'exercice de discerner le colonial, l'oppressif et le politique de la mémoire historique au sens qu'en a Pierre Nora. Merci, Fanny. Deuxième question pour toi, pour compléter cette première partie ensemble. Alors, vous présentez actuellement l'exposition de Karine Savard à la galerie R3 et c'est une installation qui met en scène à la fois des documents d'archives, des croquis, des phrases, des images et des sons qui vont exposer des revendications. J'aimerais t'entendre sur la manière dont on peut percevoir le travail de l'artiste et en tant que contre-monument. J'irai pas trop dans les détails du descriptif de l'expo parce qu'on va voir plus tard une vidéo, mais j'en dis pas plus. Puis comme vous savez maintenant que j'aime parler théorie, on va parler théorie. Le projet de Karine Savard, en fait, il n'a pas été conçu à l'origine comme un contre-monument, mais il emploie quand même des stratégies similaires à ce que j'ai expliqué plus tôt. Il est construit autour de l'agrégation de films sur l'histoire ouvrière et syndicale du Québec. Et par le fait même, il duplique les voix en mettant côte à côte différentes époques et en usant d'anachronismes. En fait, Karine Savard, qui est faudrait que je le dise quand même, c'est une artiste, chercheuse, mais aussi son travail autonome, sa carrière, elle l'a aussi fait en tant que designer d'affiches de films.
C'est une superstar de l'affiche de film. Elle a fait Incendie, elle a fait Crazy. La plupart des films que vous avez vus québécois, probablement que c'est elle qui y a touché. Donc, Karine Savard, par cette réappropriation-là des affiches des films historiques des années 70-90, elle remet en jeu et en enjeu la mémoire de ces luttes syndicales, ces luttes ouvrières, et elle met cette mémoire en relation avec le contexte présent, soit la dématérialisation du travail, et moi, j'ajouterais aussi l'évaporation de la question du commun. À l'origine du projet, il y avait la question sur le rapport entre la nature de son propre travail, donc artiste et travailleuse autonome, son lieu de travail, qui est un atelier dans une ancienne manufacture du Myland à Montréal, et le passé ouvrier de ce lieu post-industriel. En faisant une recherche sur ces films-là des années 70-90 qui proviennent du fonds de Vidéographe, et par le remake des affiches et par la rédaction aussi d'un essai, Afficher le travail, met en exergue la question de l'engagement collectif d'aujourd'hui et agit en quelque sorte comme un contre-monument qui valorise la petite histoire ouvrière du Québec. Merci beaucoup, Fanny. Justement, pour illustrer l'exposition, on va voir la courte vidéo dont on vient de parler, qui essaie de présenter justement l'expérience visuelle sonore de l'installation. On voit ce qu'on présente dans la galerie R3 en ce moment jusqu'au 12 février. Nous voulons une réforme des programmes sociaux qui va dans le sens de la création d'emplois et du respect des gens. C'est la seule manière de nous sortir de la misère. Solidarité, mes frères! Solidarité, mes frères! Solidarité, mes frères, car l'union nous rendra forts. Où les luttes ouvrières deviennent extrêmement difficiles à mener et où l'on remet en question la valeur de la grève comme moyen de pression sur les compagnies. Une victoire à ce moment-ci est vraiment importante. Donc, on va passer à la seconde partie de cette table ronde et on va être avec nos auteurs et artistes. Alors, on a avec nous l'auteur Addis Simidja et l'artiste Serge Cardinal. Je vais vous présenter d'abord Serge Cardinal, donc une petite bio. Serge Cardinal a réalisé plusieurs courts et longs métrages, dont L'invention d'un paysage, La bibliothèque entre deux feux, Bienvenue au conseil d'administration, Outward Bound et L'art et le téléphone. Il prépare actuellement une installation sonore sur l'écrivain Georges Perec et une installation performative ayant pour titre Studio Glenn Gould. Il est professeur titulaire au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, où il co-dirige un laboratoire de recherche-création associé à l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, l'OICRM. Donc, le titre du laboratoire, c'est La création sonore, musique, art visuel, art du son. Une première question, Serge. On présente dans le numéro 120 Monuments ta dernière œuvre installative, Le tombeau de Gilles Groux.
À partir d'archives, de recherches, de notes, de réflexions critiques, tu recomposes l'œuvre de ce réalisateur-là qui est engagé, qui est également monteur, ceci dit, réalisateur, scénariste. Est-ce que c'est possible de nous décrire davantage comment tu as revisité et interprété l'œuvre de Gilles Groult, mais surtout comment tu en as fait une création originale et singulière, donc à la fois une installation, à la fois une création justement très artistique, qui est empreinte de réflexion, qui s'imbrique entre elles. Donc, pour ne pas nommer la notion de remixage qui se trouve dans ton œuvre. Donc, en gros, est-ce que tu pourrais nous décrire ton œuvre? Tu l'as déjà très, très bien décrite. Qu'est-ce que je peux ajouter à tout ça? Je peux peut-être te dire d'abord comment j'ai avec toute une équipe. Hein. C'est comme toutes ces pratiques du cinéma auxquelles moi je suis habitué, c'est d'abord une œuvre collective. Hein? Donc, je m'en voudrais de ne pas rappeler tous ceux et celles qui ont travaillé sur cette installation. Alors, Frédéric Dallaire qui en a fait le montage image, Ariel Darod et Simon Gervais qui en ont assuré le montage sonore et musical, Karine Bouchy qui est calligraphe, qui a fait toutes les interventions graphiques sur les images, Marie-Ève Loyer qui a écrit tous les textes qui sont dits par nos deux voix, la sienne et la mienne. Et j'oublie sans doute quelqu'un, mais c'est pas très grave, ils vont me le pardonner. Alors, bon, c'est d'abord un travail collectif, et puis c'est ensuite un travail, comment je te dirais ça? C'est un travail, il s'agissait pour nous de se mouler le plus possible sur Gilles Groult. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se mouler le plus possible sur Gilles Groult? Ça veut dire reprendre tous ces gestes qui caractérisent son cinéma et son processus de création. Alors, Gilles Groult, on le sait, ça a d'abord été retenu dans l'histoire du cinéma comme un très, très grand monteur. Et un monteur dont l'écriture pouvait être apparentée au jazz et spécialement au free jazz. Et c'est aussi un cinéaste qui n'a jamais hésité pour, articuler dans ses films à la fois de l'image, du son, de la musique, mais aussi de l'écriture, et des styles ou des actes de parole très, très différents. Ce qui fait que son cinéma est très, très singulier. Hein? Ça va, comme tu l'as dit, d'un documentaire de cinéma direct Racketeur fait avec Michel Brault, mais des films qu'on considérerait aujourd'hui des films plutôt essayistiques, presque expérimentaux. Je pense notamment à Entretuez-vous ou Êtes-vous donc, entre parenthèses, bande de calices. Donc, c'est des films à l'écriture très, très, très singulière. Donc, la façon dont on a travaillé, c'est de se mouler le plus possible sur tout ça, c'est-à-dire de faire ce que moi j'aime appeler une épellation mimétique. Donc, d'essayer de réaliser une œuvre en imitant ou en mimant le langage de Gilles Groult lui-même. Et c'est pour ça que donc c'est à la fois un travail de montage extrêmement méticuleux, donc de collection pendant des semaines et des mois de toutes les images de tous ces films qui pouvaient nous intéresser, de recoupement inévitablement de ces images-là, de superposition, de remixage. Et puis aussi, évidemment, quand on se met à imiter quelqu'un, on se met aussi à le fictionnaliser, en quelque sorte, ou on se met à le fabuler. Alors, on s'est mis à traficoter ces films. Ça apparaîtra certainement pas aux auditeurs et aux spectateurs de l'installation. Il faut être vraiment, vraiment un connaisseur très, très aigu de son cinéma, mais beaucoup, beaucoup des bandes sonores de ces films et des bandes musicales, on les a trafiquées. Et puis, on a donc continué à récupérer chacun de ces gestes comme ça. Donc, gestes de monteur, gestes, de réécriture complète de tout son travail, comme lui le faisait avec la réalité ou avec la parole des uns et des autres. Et puis, travail graphique. Donc, de réinterprétation de son œuvre. Bon, là, à partir de tout ça, tu me demanderas ou tu me redemanderas encore, puis je vais terminer là-dessus, tu me redemanderas comment tu finis par faire quelque chose de singulier ou d'original. Bon, là, pour commencer, je te répondrai, je ne suis pas sûr que la notion d'originalité puisse
suis pas sûr qu'elle me motive beaucoup. Je vais être bien franc avec toi. Je suis pas sûr qu'elle me motive beaucoup. Mais néanmoins, ce qu'on cherchait, c'est à faire ce qu'un philosophe que j'aime beaucoup appelait une immaculée conception. C'est-à-dire, il s'agit de lui faire un enfant dans le dos. Donc, en refaisant très exactement ce que lui faisait, en reprenant tous ses gestes de création et toutes ses images et tous ses sons et toutes ses musiques, en les trafiquant, comme je viens de le dire, il s'agissait de produire une chose ou de faire apparaître des choses dans son cinéma que, à notre avis, pas grand monde avait vu, sinon personne, et probablement pas Gilles Gros lui-même. Donc, ça serait là. Ce ne serait pas tant une originalité dans mes termes à moi, ce serait plutôt faire dégager des points de singularité comme le point d'ébullition est un point de singularité. Donc, reprenant toutes les images de Gilles Gros, donc tous les points ordinaires de son cinéma, les porter à un point d'ébullition, à un point de singularité où quelque chose apparaît qu'on n'avait pas vu ou pas entendu. Merci beaucoup, Serge. Justement, pour illustrer un peu ce qui vient de se dire, ce qui vient d'être dit, on va aller à un petit extrait vidéo du tombeau de Gilles Gros. Suis-je révolté? Oui. Suis-je révolutionnaire? Je... C'est une paire, un duo, un couple. Pourquoi cette impression? Parce que l'un et l'autre font toujours la même chose. La caméra voit ce que le personnage voit, ni plus ni moins. Si le personnage marche, alors la caméra marche. Si le personnage lit, elle lit aussi. Si le personnage, solitaire ou isolé, s'avance vers le monde ou l'actualité du monde, s'il décide d'entrer dans ce monde ou dans ce qu'on rapporte de ce monde, la caméra s'engouffre avec lui, dans la foule, dans les discours. Nous avons avec nous l'écrivain Addis Simijiza, à qui j'aimerais poser une question similaire, c'est-à-dire de nous parler de son œuvre dans le numéro 120 Monuments. Mais préalablement, j'aimerais présenter une petite biographie de Addis Simijiza, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors, Addis Simijiza est écrivain, poète et éditeur en chef aux éditions des Livres et des Réfugiés, qu'il a fondé en 2016. Né en Bosnie-Herzégovine en 1988, la guerre lui a imposé l'exil en 1998. Il s'est ensuite installé à Trois-Rivières. Il est formé en sociologie à l'Université du Québec à Montréal et en littérature à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et il poursuit des études doctorales en littérature comparée à l'Université de Montréal. Il a publié plusieurs poèmes et récits dans des revues littéraires et en 2021, donc l'an dernier, son premier roman, L'enfant exilé de la vallée des arbres sucrés, est paru en format poche. Alors, Addis, dans ce numéro Monument du Sabord, tu nous proposes un récit autobiographique dont le titre est « Douce promenade ». Est-ce que tu pourrais nous parler de ce récit? Ben, en fait, quand l'aspect du monument m'est venu en tête, je me demandais qu'est-ce que je pouvais exploiter en fait dans mon propre parcours, dans ma propre histoire de vie, parce que je n'arrive pas à écrire autrement qu'à travers ce que je vis, à travers ce que je vois, à travers ce que je ressens. Donc, j'ai une écriture très, très intimiste et il m'est apparu que, je suis retourné en Bosnie-Herzégovine en 2017, donc après un peu près de 20 ans d'exil pour la première fois. Et puis, ma ville natale, en fait, Mostar, m'est apparue comme étant quelque chose où je pouvais puiser, en fait, ce thème-là
du monument. Donc, on n'a qu'à penser au vieux pont de Mostar que peut-être certains connaissent, qui a été détruit durant la guerre en 1994, qui, en fait, c'est un vieux pont qui date de 600 ans, d'il y a 600 ans, pardon, qui relie en fait la rive gauche de la rive droite, une rive qui est habitée par les musulmans de Mostar. De l'autre côté, ce sont les chrétiens catholiques de Mostar. Et ce pont-là a été détruit. Donc, c'est un pont qui, en quelque sorte, reliait les deux côtés qui vivaient en harmonie jusqu'à ce que la guerre éclate. Et par la suite, en 2004, si je ne m'abuse, ce pont-là a été reconstruit à l'aide de la communauté européenne qui s'est mobilisée pour financer sa reconstruction. Donc là, on voit l'importance de ce pont-là, non seulement pour la communauté bosniaque et celle de Mostar, mais aussi de la communauté européenne qui s'est mobilisée, où on a puisé, en fait, on est allé chercher les pierres originales du pont pour le reconstruire. Et en me promenant dans cette ville-là, qui est un peu... j'avais un sentiment assez partagé parce que j'étais exposé autant à des nouvelles structures qui cachaient un peu toutes sortes de choses, qui cachaient des immeubles complètement troués de balles ou qui sont partiellement détruits et qui n'ont pas été complètement détruits pour être reconstruits ou simplement nettoyés. C'est encore là. Et dans mon quartier où j'ai grandi, il y a un immeuble vitré, en fait, qui a poussé depuis que je n'avais pas vu encore. Et ça cache toute la vallée, en fait, toutes les montagnes qu'on voyait en fait à partir de la fenêtre de notre appartement. Donc, je me suis promené dans cette ville-là, puis il y a plein de petites choses comme ça, il y a plein de petits monuments qui me rappelaient en fait pourquoi j'étais là, qui me rappelaient aussi qu'est-ce qui me rattachait à cette ville-là, à ce pays-là, et qui me rappelait aussi des traumatismes. Et que je me suis posé beaucoup la question de son existence. Il s'agit d'une plaque commémorative. Pour mettre un peu en contexte, la guerre en Bosnie, à Mostar, il y a eu un siège. Donc, l'armée a été là pendant plusieurs mois. Et quand ils ont quitté, ils ont ramassé les hommes et les adolescents dans différents quartiers. Ils les ont assassinés. Ils les ont laissés dans des fosses communes. Et dans différents quartiers, il y a ce genre de plaques commémoratives-là où on voit les noms des personnes assassinées. Et il y a le nom de mon père et son frère qui sont là. Et je me suis toujours questionné sur la nécessité de cette plaque commémorative-là parce que moi, elle me faisait plus mal que de bien. Déjà que la ville était cicatrisée de partout à travers à travers ces constructions qui sont partiellement détruites, qu'on n'a pas touchées du tout, en fait. Là, on remettait, en fait, en quelque sorte, une couche pour moi que j'avais pas besoin de voir le nom de mon père, et d'autant plus, sur une plaque commémorative, d'autant plus que cette plaque commémorative-là, elle est posée sur un genre de dôme où on était détenu pendant la guerre. Donc, ça fait comme un non-sens pour moi que cette plaque-là, qui marque la mort de ces gens-là, soit posée sur ce dôme-là où on était détenu et où ces gens-là ont été détenus. Et en ce moment, ce dôme-là, ce qui est encore plus paradoxal, c'est devenu un gym. Donc, il y avait quelque chose un peu de surréaliste. Et je me posais un peu la question de ces plaques commémoratives-là, de ces monuments-là qui marquent la ville, parce que c'est souvent, justement, ce sont des morts qu'on pense commémorer, alors qu'au contraire, quand je me promenais dans les cimetières de la ville, il y avait quelque chose de beau. Parce que, contrairement à ici, au Québec, où les cimetières, les pierres tombales, c'est très gris, c'est très foncé, c'est très... chez nous, c'est très blanc. Donc, on voit vraiment des champs de pierres tombales blanches, puis ça fait comme si c'était quasiment là je romance beaucoup, là, mais comme si c'était des arbres fleuris en quelque sorte quand on regarde tout ça dans les vallées puis dans les montagnes, parce que c'est ça, dans le fond, c'est pas tout, on rasait pas tout, c'est vraiment
il y a des gens qui sont enterrés dans des vallées. Et donc, je trouvais ça un peu paradoxal. Donc, fait que c'est ça qui m'a inspiré ce récit-là, ce retour-là, ce premier retour-là. Aussi, donc, de voir comment ces monuments-là, ces parcelles de choses qu'on a mis en place pour commémorer, pour se souvenir, ont créé des traumatismes aussi, et surtout, en fait, plus qu'autre chose. Donc, c'est ça qui est le point de départ de mon texte. Merci beaucoup, Addis. C'est vraiment un récit touchant, puis ça permet vraiment d'expliquer bien le contexte. Avec, disons, cette explication-là, justement, on en est venu à parler un petit peu plus du cœur du sujet qui est monument. J'aimerais justement, autant pour Serge que pour Addis, revenir un petit peu sur ce thème-là qui est vraiment le centre de nos préoccupations aujourd'hui. Pour Serge, dans le fond, il est question de la forme du tombeau dans ton œuvre. Le tombeau qui est peut-être un petit... En fait, je ne sais pas s'il est plus hermétique en littérature et en art visuel. En tout cas, il est moins en musique. Pour Addis, dans ton cas, on a l'impression qu'il existe ce monument-là sous la forme, ou ces monuments-là, justement, sous la forme d'une mémoire activée par ou dans l'espace public, comme tu l'as bien expliqué. Est-ce que c'est possible de nous en dire davantage? Donc, d'abord, Serge. Comme tu viens de le dire, le tombeau, c'est à la fois un genre musical et un genre littéraire. Moi, c'est moins le genre musical qui m'a intéressé, quoique j'aimais bien l'idée qu'en musique, on ne connaît une œuvre qu'en l'interprétant, en la jouant. Et donc, je me disais, je connaîtrai l'œuvre de Gilles Groult en la jouant, en l'interprétant comme un grand ou un petit interprète de musique s'approprie l'œuvre d'un autre et la redonne sous une nouvelle lumière ou une nouvelle sonorité. Mais c'est beaucoup plus le tombeau en littérature qui m'avait intéressé. C'est un genre qui a un peu beaucoup, je crois, disparu de la vie littéraire, mais ce qui m'intéressait, c'était un certain nombre de choses. C'est qui n'est pas sans recouper ce qu'Addis vient de dire en partie. J'y reviendrai peut-être. Mais ce qui m'intéressait du tombeau en littérature, c'est que, c'est une œuvre en hommage à un grand poète, on sait ça, donc. Mais c'est une œuvre aussi collective en hommage à un grand poète. Ces ouvrages rassemblaient généralement une série d'auteurs, d'écrivains, d'écrivaines qui voulaient rendre hommage à celui ou celle qui inspirait leur propre travail. Donc moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'était cette dimension collective. Donc plusieurs se mettaient au travail pour, par et dans l'écriture, redonner vie à une œuvre qui les avait inspirés. La deuxième chose qui m'intéressait, c'est que ce qui était recherché par des gens qui pratiquent le tombeau littéraire, c'est de dégager l'événement c'est-à-dire la part inassimilable ou qui n'est pas encore épuisée de cet écrivain qu'on veut commémorer, ou auquel on veut rendre hommage plutôt. Donc c'était de dégager l'événement, c'est-à-dire la puissance encore active, encore actuelle, au jour d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, la troisième chose d'un tombeau, c'est que si on veut rendre hommage à cet écrivain ou à cette écrivaine, puis si on veut en dégager la part de l'événement, la part inassimilable de son œuvre, c'est qu'on pense qu'elle a une force politique, cette œuvre-là. Et une œuvre qui aurait une force politique, esthétique, c'est-à-dire elle est capable, si on sait bien lui rendre hommage et la rejouer, elle est capable d'ébranler ce qu'on considère être aujourd'hui les formes dominantes de la littérature ou du cinéma. C'est qu'on pense qu'elle peut secouer l'édifice. Donc, un tombeau est capable de secouer l'édifice institutionnel. Et donc de relancer la littérature ou le cinéma. Donc, c'est en ce sens-là que je trouvais que le tombeau de Gilles Groult, c'est tout ça qu'on a cherché à faire, en quelque sorte. Donc, ça m'a toujours pas mis sur la piste de ce que Addis disait, mais on y reviendra peut-être. Ce que c'est qu'un monument, ça permettra de dire ce que c'est encore une fois un tombeau. Voilà. Pour répondre à la question sur le fait que les monuments se déploient dans la ville, dans mon texte,
je reviens un peu à ce que, et là je vais beaucoup dans l'intime, mais à ce que mon psy m'avait dit par rapport à mon écriture, parce que il y a quelque chose de très paradoxal en fait face à ça, c'est que ça fait beaucoup de bien écrire, et quand j'écris beaucoup de trauma. Veux pas, mon écriture m'expose à ça parce que j'ai décidé d'écrire de cette manière-là, et c'est ce qui me fait beaucoup de bien. Mais d'un autre côté, lorsque je suis exposé à ma propre écriture, ça me fait pas toujours du bien. Et c'est un peu la même chose parfois par rapport à ces monuments-là, parce que j'entretiens un rapport très particulier, très peut-être même réactionnaire face à ces monuments-là, parce que, règle générale, les monuments soulignent des moments très violents d'une histoire, ou en tout cas des parcelles d'une histoire très violente. En ce qui concerne mon pays, je vais parler de ce que je connais le mieux. Donc, c'est sûr que les monuments, je les voyais pas non plus, dans ma perspective, c'était pas que des éléments qu'on a volontairement laissés là. C'est-à-dire, c'était pas forcément des statues ou des plaques commémoratives, mais ce à quoi ma ville m'a exposé, c'était des monuments un peu involontaires. C'est-à-dire le bâtiment qui est complètement troué de balles. Il y a des milliers de balles dans le bâtiment qui est encore habité. Pour moi, je le voyais comme un monument parce que ça commémore quelque chose de l'histoire de manière assez involontaire. Donc, c'est ça aussi et je pense que toutes les villes ont ce genre de monuments-là, de rappels de l'histoire qui sont involontaires. Donc, c'est ça qui était très particulier. Puis, parfois, il y a certains monuments que je trouve très vulgaires. Dans la ville, je parlais du vieux pont que je trouve de manière très positive, alors que la plaque commémorative où il y a le nom de mon père et de son frère, je le voyais comme une violence qui m'est faite en quelque sorte. Donc, quand ça m'implique directement, je ne sais pas si c'est ça, en fait, qui fait réagir face à cette exposition-là, parce que ça m'expose à un traumatisme. Donc, forcément, que j'ai un point de vue assez péjoratif face à certains rappels de l'histoire. Mais vraiment, ce qui est encore plus marquant que ces monuments-là dans ma ville, c'est ces autres bâtiments qui sont à moitié détruits, ces immeubles qui sont encore habités, mais qui sont troués de balles. Il y a des milliers de balles dedans. Il y a ce bâtiment-là où ma tante, mon oncle, mes cousins habitaient, et qu'en bas dans le sous-sol, ça avait pris feu parce qu'il y a une grenade qui a été lancée là. Puis ça n'a pas été touché, c'est encore tout brûlé. Donc, c'est à ça que ma ville m'a exposé, en fait. Et je me questionne, est-ce que c'est où on peut situer ces constructions-là, en fait? Est-ce qu'on peut les traiter comme des monuments involontaires? Est-ce que donc, c'est à ça que ça m'a exposé. Donc. Puis on trouve ça, je pense, dans les villes, beaucoup. On avance dans cette passionnante discussion autour du thème monument et j'ai l'honneur de poser la dernière question à nos deux panélistes qui sont ici dans cette table ronde version virtuelle. Vous savez, je ne vous l'apprends sans doute pas, le Sabord propose une rencontre entre la discipline littéraire et les arts visuels. Et puis avec donc des correspondances, un dialogue entre les deux arts. Et puis une question qu'on aime énormément poser, Karine et moi, en table ronde, c'est votre rapport à vous comme créateur entre la littérature et les arts visuels, que ce soit dans votre cas à Addis et Serge. Alors, quels sont-ils? Pour moi, moi j'écris d'une façon très imagée.
Donc, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire quelque chose que j'aurais écrit, c'est très, très imagé. Donc, je vois ça, de l'écriture, comme un tableau qui se dévoile tranquillement au fur et à mesure des chapitres, des phrases, etc. Et je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail là-dessus. Donc, je me relis à voix haute constamment pour que justement être capable de m'imaginer et d'imager les choses que je suis en train d'écrire. Et mon rapport justement aux arts visuels est là. C'est assez métaphorique, mais quand même, je pense que c'est très évocateur. Donc, et d'autant plus que, je veux dire, une lettre, c'est une image en soi. Un mot, c'est une image en soi. Donc, je pense que le lien est très fort, il est très intime. Et moi, ça vient beaucoup de là, en fait, mon rapport aux arts visuels. Après, je peux dire aussi que je consomme des arts visuels, etc., mais vraiment, dans mon rapport à l'écriture, c'est que j'écris de manière très imagée. Je mets beaucoup, beaucoup de travail là-dessus, en fait, pour que ça puisse être perçu comme ça lorsque le lecteur ou la lectrice lit une de mes œuvres. Super, ça. Juste avant de répondre à ta question, Ariane, je voudrais juste rebondir, si tu me le permets, sur ce que Addis a dit. En l'écoutant décrire... comment je dirais ça, le rapport de ton acte d'écriture à cette ville comme lieu de mémoire, lieu multiple de mémoire, je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler ce que Deleuze et Guattari définissent comme un monument. Dans Qu'est-ce que la philosophie, Deleuze et Guattari, ils disent toute œuvre d'art véritable, authentique, est un monument. Mais contrairement au monument ou à ce que tu as appelé une plaque commémorative, l'œuvre d'art comme monument ne commémore absolument pas le passé. Elle célèbre l'événement. Ça revient à ce que je disais du tombeau tout à l'heure, là, c'est-à-dire et c'est comme ça que je vois, pour ce que tu en as dit, ton acte d'écriture. C'est-à-dire devant tous ces lieux de mémoire qui ont signalé ce qui s'est passé, ce qui s'est dans cette ville et dans ce pays, tu réponds par un véritable monument. C'est-à-dire devant j'allais dire presque la bassesse de la plaque commémorative sur un dôme qui est aujourd'hui un gym, tu réponds par un monument d'écriture qui célèbre la vie de ces gens-là qui est tissée à la tienne. Donc, on a véritablement un monument au sens où Deleuze et Guattari le disaient d'une grande œuvre d'art. Bon, là-dessus, comment répondre à... C'était quoi déjà la question? Ah oui, il fallait répondre au rapport entre littérature et art visuel dans mon travail ou dans ma vie? Les deux. Des deux. Dans ma vie de quelqu'un qui cherche à répéter dans l'écriture le film qu'il a vu, c'est sûr que, comme elle dit, je suis assez sensible à l'hypotypose ou à l'ekphrasis, encore une fois, comme genre littéraire. Donc, c'est sûr que mon écriture, on va dire de critique ou d'analyste ou de théoricien des cinémas et des films, consiste à essayer de redoubler dans l'écriture le film dont je parle. Et ça s'inscrit donc pour moi dans une passion pour tout ce qui est ekphrasis, donc du bouclier d'Achille jusqu'à Pierre Michon dans les 11 qui a réussi à me piéger au point où j'ai parcouru toutes les salles du 17e siècle dans le Louvre à la recherche de cette toile qu'il avait décrite mais qui n'existait pas. Et puis, dans mon travail, mettons, dans le tombeau de Gilles Gros, là, c'est moins un rapport à la littérature qu'un rapport à l'écriture. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a rien de plus émouvant au cinéma ou sur un écran, quel qu'il soit, de voir filmer l'écriture, c'est-à-dire voir filmer des mots, voir filmer des phrases, mais aussi l'acte même d'écriture. Donc, c'est pour ça que dans le tombeau de Gilles Gros, on a développé une sorte de petite machine artisanale pour pouvoir non seulement écrire sur les images, mais aussi filmer l'écriture même. Donc, non pas la main ni le stylo, mais l'écriture se faisant, se corrigeant,
avec ses repentirs, ses effacements, ses bifures, ses hésitations. Et ça, pour moi, c'est le rapport le plus intime que je peux imaginer entre art visuel et littérature, c'est-à-dire les arts visuels étant capables de montrer le processus même de l'écriture en acte, quoi. Et donc d'une pensée en acte, d'une pensée qui passe dans et par l'écriture, mais qui est visualisée. Pour moi, ça reste encore quelque chose d'absolument émouvant de voir ça. Voilà, donc c'est à peu près ça que je dirais. Merci Serge, merci Addis. C'est déjà terminé. On aurait eu envie de vous poser encore 3-4 questions, ou 12. Mais bon, on doit en fait faire les remerciements de la fin maintenant. Donc, en fait, premièrement, je parle au nom de moi et ma collègue Ariane. On était vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. Merci d'abord donc à Fanny Latreille-Beaumont à la galerie R3 de l'UQTR. Merci à Addis Imidja et Serge Cardinal, auteurs et artistes du numéro 120, d'avoir été présents. Merci à Anthony Hamelin pour la réalisation. Merci à Carl Salvaille pour la photographie. Et on enchaîne. Pour les remerciements, nous sommes co-directrices et nous travaillons de concert en tandem et même parfois on dit pour se moquer qu'on a un cerveau conjoint à ce stade-là. Alors, j'enchaîne pour la suite des remerciements. On tient également à remercier Dominique Mousseau, qui est notre designer graphique, qui est à l'origine de superbes montages que vous pouvez voir ici. Et que je vais essayer de descendre de mon visage. Merci également à Céline Gélina, qui est notre comptable au Sabard, à nos stagiaires qu'on surnomme affectueusement les stagiances, Laurence et Florence, donc Florence Desaulniers de son nom complet et Laurence Thériault, à notre conseil d'administration au CA, dont fait partie Fanny Latreille-Beaumont, que vous avez entendu en première partie. On remercie également Culture Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières pour leur soutien, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que le Conseil des arts du Canada. Si vous souhaitez vous procurer le numéro 120 qui vient tout juste de paraître et dont on vous a donné un aperçu qui a, nous l'espérons, vous a donné envie de le lire, il existe un tarif artiste et un tarif étudiant qui est seulement de 30 $ pour 3 numéros. Si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez nous écrire à artlesabard.qc.ca. On est également facile à trouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et on vous invite également, je vous invite en terminant, mais c'est une invitation collective, à visiter l'exposition de Karine Savard à la galerie R3, qui est une galerie d'art actuel dont on a parlé un peu plus tôt. L'heure d'ouverture, Karine, tu l'avais mentionné, mais je le redis, donc mardi au vendredi, 11h, 17h. Et samedi aussi, alors comme me chuchote Fanny Latreille-Beaumont dans les coulisses, alors samedi aussi et jusqu'au 12 février. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour cet événement. Belle fin de soirée. Merci Karine, l'animation. Merci.